Ok, bonjour les gars, salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo là de la Porsche. Donc dernière génération de 911. On est sur une 992 Carrera, donc c'est le modèle de base chez Porsche. Mais c'est déjà très très bien pour avoir une RS3, une GT4, un Urus, etc. C'est un peu plus incisif qu'une RS3. Et bon, après c'est plus prestigieux, c'est Porsche évidemment. Donc l'intérieur est mieux. En comparaison avec la GT4, la 718 GT4, là c'est moins sportif, c'est moins radical, c'est plus confortable évidemment. Donc là ouais, faudrait éventuellement comparer avec une 911 GT3 RS. Le moteur arrière, les grosses jantes, le pack noir. Donc elle est jolie. J'aime beaucoup la couleur aussi, Grinardo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi je trouve ça super. Moi j'aime beaucoup les jantes. Tu vois, on a du 19 pouces à l'avant, noir. Donc tous les... Tu vois, on a le contour des vitres comme ça en noir aussi, les baguettes, les rétros de la même teinte du véhicule. Donc elle est bien configurée. Tu vois, les étriers sont pas rouges, donc c'est un peu moins voyant, c'est un peu plus discret. Mais je trouve qu'elle est dans une config à la fois sportive et élégante, tu vois. Donc tu as du 19 pouces à l'avant, du 20 pouces à l'arrière, tu vois. Donc les jantes sont quand même assez grosses, les roues, comparées au véhicule, à la taille du véhicule. Et j'aime beaucoup aussi l'arrière, tu vois. Ça, c'est spécifique des Carrera. C'est le modèle de base sur la 911, chez Porsche. Et donc, du coup, ils ont mis le logo 911. Tu vois, ça, c'est le logo 911. Comme ça, ils n'ont pas mis Carrera S, ce que tu peux retrouver Carrera S sur les Carrera S, etc. etc. Et j'aime bien, tu vois, les deux doubles sorties comme ça, incrustées dans le diffuseur. Je trouve que ça rend plutôt bien. Et surtout, bah ouais, tu vois la forme de la voiture, les hanches comme ça c'est incroyable. Enfin, le cul de la 911, moi, ça m'a toujours fait triper. Je trouve que c'est vraiment beau. Regarde, j'affiche les... Et ce feu, tu vois, horizontal, sur toute la largeur du véhicule, je trouve ça magnifique. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, elle a 380 chevaux, boîte PDK, 7 rapports. Je trouve que l'intérieur aussi est sublime, tu vois. Le truc qui est cool, c'est que c'est une 4 places. C'est 2 plus 2 comme ils disent. Mais ce qui te permet de mettre les enfants à l'arrière, tu vois. Parce que dans le cahier des charges originel, eh bien, la 911 devait être une voiture familiale, tu vois. Parce que le mec qui voulait faire ça, qui a commandé, enfin qui a écrit le cahier des charges, tu vois, il avait des enfants, il voulait pouvoir les mettre à l'arrière et partir avec eux en week-end, etc., etc. Donc ouais, c'est des petites places, c'est fait pour des petits enfants, mais ça fonctionne bien. On va passer à l'intérieur. Je vais vous montrer l'intérieur du véhicule. Donc tu vois, c'est très beau chez Porsche. T'as pas de plastique. T'as du cuir partout sur les portes, etc. De l'Alcantara aussi un petit peu. Bon, évidemment, t'as quelques parties en plastique, tu vois, mais c'est du plastique soigné. Chez Porsche, tu vois, je trouve que c'est un niveau au-dessus des 3 marques allemandes emblématiques, tu vois, Audi, Mercedes et BMW. Je trouve que Porsche, c'est un cran plus haut. Ouais, donc on a CarPlay, c'est obligatoire quand tu roules avec ce genre de véhicule. Et on est bien après, tu vois, c'est super propre. Le fait que tu aies une vraie aiguille aussi analogique, tu vois, en complément des écrans numériques à côté, je trouve que l'ensemble se marie extrêmement bien. Et tout est beau, le petit sélecteur de mode. En fait, t'as sport, t'as normal, sport plus, individuel, tu règles les trucs comme tu veux individuellement. Et après, t'as un mode wet aussi, pour rouler sur le mouillé. Donc ouais, c'est vraiment plaisant comme véhicule, ça marche extrêmement bien. Tu vois, le mec de Turismo m'avait dit, Chris, teste cette voiture, prends-la, utilise-la et tu comprendras pourquoi cette voiture a 70 ans d'histoire et pourquoi elle est mythique, tu vois. Et en fait, j'ai compris parce que c'est un monument de l'automobile, tu vois, c'est particulier quand tu roules, t'as des bonnes sensations. Tu sais que c'est un produit qui existe depuis très longtemps, sur lequel ils ont beaucoup itéré, etc. C'est quelque chose de solide. Bah, c'est un monument de l'automobile, quoi. C'est incroyable. Donc là, on a le coffre. Tu vois, donc bon, tu peux pas mettre grand chose, tu peux pas partir en vacances, là on est d'accord, tu vois, c'est pas fait pour, mais tu mets une valise quoi. Il y a 2 écoles, alors les gars, dites-moi dans les commentaires, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui, pour fermer le capot, il y a ceux qui claquent le capot, genre clac, et il y a ceux qui appuient dessus. Moi je suis plutôt de cette école, dites-moi ce que vous en pensez. On a pris de l'essence avant, vous avez vu, il y a un gros réservoir. En fait, j'ai pas mis 125, j'ai mis même un peu plus, parce que c'est le mec nous avait coupé l'accès à l'essence avant, parce qu'il nous a dit d'arrêter de filmer, c'était très drôle. Et après, il nous a fait un spectacle là dans la pompe à essence, c'était super drôle. Bonjour. Aussi longtemps qu'il y a une caméra en main, vous aurez plus rien, c'est même pas la peine. Ah, on n'a pas le droit de filmer? Ah, ni les films, ni les appareils photo, Ah mince. ni le téléphone. D'accord. Wurscht egal, skip kann's mehr. Tu vois, chez Porsche, ben, t'as juste accès à ça en fait. Le moteur, la partie moteur, c'est un moteur arrière, tu vois, donc c'est une propulsion. Et t'as juste accès à ça pour faire le niveau d'huile. Et voilà, enfin, t'as pas accès à grand chose. T'as 2 ventilateurs là, tu vois, c'est chaud, c'est agréable parce que là il fait 2 degrés aujourd'hui, très très froid. Et tu vois, 3 litres, 3.0, moteur 3 litres, 380 chevaux, flat 6, toujours chez Porsche, 6 cylindres, flat à plat. Et voilà, là pareil, qu'à l'avant, je pose.
Turismo toujours, les boss. J'ai vu qu'Angèle là s'est fait sauter son compte sur Instagram. Enfin, il est restreint. Ouais, moi j'étais ban de LinkedIn pendant 7 jours les gars. C'était très difficile, très compliqué. Mais il s'était trompé. Voilà, j'ai eu un mail d'excuse de la part de LinkedIn. Donc tout est rentré dans l'ordre. Mais ça fait quand même flipper. Hein. Quand ton business repose sur LinkedIn, tu vois, tu te dis putain mais tout s'effondre comme un château de cartes. Tu vois, c'est compliqué. Et donc le truc c'est de bien considérer que on est sur ces plateformes là, sur les réseaux sociaux les gars. Vous êtes locataire de votre valeur, vous n'êtes pas propriétaire. Donc le truc à faire c'est de lancer une newsletter, en tout cas de collecter des emails, d'avoir sa propre liste email. Et là on est vraiment propriétaire entre guillemets de son audience. Et on peut continuer comme ça à lui envoyer à son audience des emails même si on est banni des réseaux sociaux. Moi je remercie Thibault Louis à fond. Thibault Louis tu vois qui m'a grave soutenu dès les premiers instants de mon ban. Il est venu, il m'a appelé, il m'a dit de créer une newsletter, il m'a donné plein de conseils pour créer ma newsletter. Il a fait 2 posts LinkedIn pour m'envoyer des gens, enfin les gens qui me suivaient encore sur LinkedIn, qui voulaient continuer d'avoir du contenu de ma part. Donc merci infiniment Thibaut, t'es un crack. Puis après il y a eu une vague de solidarité incroyable sur LinkedIn, plein de posts qui ont été écrits, donc voilà, je vous remercierai jamais assez les gars, merci pour tout. Donc là on va faire la partie podcast. Des araignées. Ouais, je disais, je suis sur l'abonnement qui donne accès uniquement aux 2 premières catégories. Donc l'année dernière, on m'avait fait le privilège, j'avais eu la chance de pouvoir tester un véhicule de 5e catégorie en étant abonné sur les 2 premières uniquement. Et donc c'était le Urus qu'on m'avait proposé et c'était assez ouf, vraiment incroyable. Catégorie 5 Urus, 5 sur 6. Entre temps, il y a une 6e catégorie qui a été créée. Pour la SVJ, il n'y a qu'un seul véhicule dedans, c'est la Ventador SVJ. Mais la Ventador SVJ, ça coûte 17 000 € par mois, tu vois, 17K par mois, c'est très cher. Le Urus c'était 10K, 10 000 € par mois, j'ai pris qu'un seul mois. Et là la Porsche on est à 3 500 € par mois. Et en fait tu vois t'as plein de personnes qui disent ah ouais mais c'est pas ces voitures en fait, ils louent tout ça, ouais mais il faut savoir un truc, c'est que la location ça coûte plus cher, l'expérience Turismo coûte plus cher que si j'achetais à chaque fois les voitures et que je les revendais. Mais ça c'est aussi du temps perdu tu vois, et le temps c'est de l'argent. Et là chez Turismo ce qui est bien c'est que tu payes l'expérience, tu payes le fait de pouvoir changer de véhicule fréquemment. Moi je change tous les 3 mois à peu près, mais c'est ça que tu viens payer tu vois. Et c'est cette expérience que moi je viens chercher parce que avant d'avoir accès à ce genre de véhicule, tu vois, j'avais des véhicules pas ouf hein, et j'avais jamais eu l'occasion de tester plein de véhicules. Donc là ça me permet de développer ma palette de voitures que je teste. Tu vois, et donc ma culture automobile augmente, sans compter le fait que c'est un formidable outil aussi. Alors c'est pas que ça, hein, tu vois, mais ça aide aussi, on m'en parle, c'est un bon lead magnet ou un point d'accroche avec son audience, tu vois. Souvent quand je discute avec des développeurs, ils me parlent des voitures, etc. Donc c'est une passion que plein de personnes ont. Et c'est un bon sujet de discussion, tu vois. Donc c'est très cool. C'est un domaine qui fédère beaucoup, qui permet de connecter avec les gens. Donc c'est presque un actif de ma boîte, tu vois. Ouais, donc les voitures, c'est une passion que j'ai eu un petit peu sur le tard, tu vois. Il y a quelques années, j'avais vraiment envie de me faire un kiff. Après l'oseille que j'avais gagné en tant que développeur freelance, tu vois, je m'étais commandé une Audi S3 berline neuve directement chez le concessionnaire, chez Audi. Et belle expérience, tu vois, belle config et tout, l'expérience de la configuration, belle prise en charge, de bons conseils, etc. Après, tu récupères ta voiture 6 mois plus tard, tu vois, 8 mois plus tard, c'est assez long quand tu commandes un véhicule neuf comme ça que tu la configures. Mais voilà, l'Audi S3, ouais, c'était ma première belle voiture. Mais bon, je l'avais acheté. Enfin, une fois que tu achètes une voiture, tu vois, tu peux pas, enfin, t'es bloqué avec, à moins que tu revendes et tout. Mais j'aime pas faire ça, c'est de la charge mentale inutile, tu vois. C'est pour ça qu'après, j'ai découvert Turismo à un moment donné sur Internet par le biais d'Angèle Fiévet sur son Instagram. J'ai rempli le Typeform et c'était parti, quoi. Premier véhicule, RS3 rouge, RS3 Urus, ensuite GT4, BM M3 et maintenant la Porsche. Donc ouais, j'ai testé, ça fait combien, 5 véhicules déjà. Et pour l'instant, je suis très content du service de Turismo, tu vois. C'est très cool ce qu'ils font. Et c'est toujours un plaisir d'aller les voir au Luxembourg, parce que bon, moi j'habite pas très loin du Luxembourg, tu vois, à 200 bornes. Après, pour parler de dev un petit peu plus, ou de ce que je fais comme activité, moi je suis développeur iOS à la base. iOS c'est le système d'exploitation d'Apple, le système d'exploitation qui est installé sur les iPhones. J'avais beaucoup plus de demandes de missions que de missions auxquelles je pouvais répondre et sur lesquelles je pouvais monter. Donc ce que j'ai fait tout naturellement, c'est que j'ai redirigé ces missions que je ne pouvais pas prendre faute de temps
à d'autres freelances, tu vois, de mon réseau. Donc je leur ai filé des missions comme ça gratuitement. Et je ne savais pas que j'étais en train de faire de l'apport d'affaires, tu vois, je ne connaissais pas ce terme. Je ne savais pas ce que c'était tout naturellement, de manière organique comme ça. Je peux pas faire une mission, je la propose à un pote, tu vois. Et une fois que tous mes potes s'étaient staffés autour de moi et que j'avais filé des missions comme ça gratuitement à tout le monde, je me suis rendu compte que c'était un business, tu vois, que je pouvais en faire un business, que je pouvais étendre mon réseau de freelance, aller chercher de nouvelles personnes, les faire entrer dans mon réseau, parce que de toute façon j'avais staffé tout le monde dans mon réseau et que ensuite je pouvais monétiser ces mises en relation, tu vois. Donc moi ce que je fais, c'est que ça s'appelle de l'apport d'affaires, je l'ai su par la suite que ça s'appelait comme ça. En fait, c'est de mettre en relation un freelance de mon réseau ou un freelance que je vais chercher et que je vais intégrer à mon réseau en flux tendu avec une personne qui, à la base, voulait bosser avec moi sur du dev iOS, tu vois. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'apport d'affaires. Et je prends une commission sur toute la durée de la mission entre 5 à 10, tu vois, entre 5 et 10% du TJM sur toute la durée de la mission. Ce qui fait à peu près, tu vois, sur les développeurs, on est à un TJM moyen, enfin, entre 500 et 800 € par jour. Le chiffre qui revient souvent en termes de commission en valeur absolue, c'est 50 € par jour sur toute la durée de la mission. Et 50 € par jour sur 20 jours travaillés dans le mois, ça fait quand même pas mal. Tu vois, ça fait 1000 €. Tu multiplies 50 par 20. Et donc 1000 € sur toute la durée de la mission par apport d'affaires. Donc pour chaque freelance que tu as mis en relation avec une boîte et dont ça s'est fait, la mission a commencé, c'est pas rien, quoi. Si ça, tu le multiplies, moi je l'ai multiplié presque une cinquantaine de fois, tu vois, si tu le fais 50 fois, ça te fait 50 cas par mois. Et là, en fait, c'est là que tu te rends compte de la puissance de décorréler ses revenus de son temps. Tu vois, je ne suis plus payé pour le temps que je passe sur une tâche, mais pour la valeur que j'apporte à un moment charnière d'une collaboration entre deux entités, tu vois, un freelance et une boîte. C'est le moment où ils se rencontrent et où ils peuvent bosser ensemble. Tu vois, c'est le recrutement. Et le recrutement dans une boîte, c'est un des trucs les plus importants. Un mauvais recrutement peut te tuer une boîte. Un bon recrutement peut te sublimer une boîte. Voilà, moi j'apporte de la valeur à ce niveau-là. Ça me permet de faire des revenus asynchrones et de placer entre guillemets des gens dans des missions. Voilà ce que je fais sur l'apport d'affaires. Et depuis un an, tu vois, j'aide les freelances à faire pareil. J'ai sorti une formation, un programme d'accompagnement, parce que c'est pas qu'une formation, derrière ils ont accès aussi à ma messagerie privée, ils peuvent me pinguer quand ils veulent et me poser toutes les questions de manière indéfinie. Et en fait, dans la formation, je leur explique qu'est-ce qu'il faut dire à une boîte qui a envie de bosser avec toi, mais dont tu n'as pas le temps parce que tu es déjà sur ta mission principale, ou alors la mission ne t'intéresse pas. Tu vois, mais ça, il faut venir le monétiser, ça a de la valeur quand même. Et là, tu viens monétiser toutes tes années d'expérience, les boîtes par lesquelles tu es passé, parce qu'on te demande, toi, si tu veux monter sur cette mission. Et peut-être pas un autre qui n'est pas passé par les mêmes boîtes que toi, etc. etc. Donc ton profil a de la valeur. Et c'est ça que tu dois venir monétiser. Donc oui, qu'est-ce qu'il faut dire concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire d'une demande de mission à laquelle tu ne peux pas répondre faute de temps ou d'envie? Qu'est-ce qu'on dit à la boîte? Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, il ne faut surtout pas dire que tu n'es pas disponible et qu'on reste en contact pour une potentielle future mission. Ça, c'est de la merde, ça ne fonctionne pas. Il faut se comporter comme une vraie entreprise, faut garder tout le temps la tête relevée, voir les opportunités, tu vois, à droite et à gauche, et ne jamais s'arrêter de prospecter, même quand tu es en mission. Donc considérer toutes les opportunités de mission. Et ensuite, dans la formation, je te déroule étape par étape ce que tu dois faire. Et la première étape, c'est de considérer chaque opportunité. Ensuite, je te dis comment tu organises un call en one-to-one avec la boîte, qu'est-ce qu'il faut que tu lui dises pour lui montrer que toi, finalement, tu peux pas prendre la mission, mais que tu as quelqu'un dans ton réseau qui est dispo là tout de suite maintenant. Et ensuite, je te montre comment toi présenter la personne que tu as dans ton réseau à la boîte. Il y a une manière bien particulière de le faire qui fonctionne très bien qui a fonctionné très bien pour moi et qui fonctionne très bien pour les élèves que je forme. Comment tu fais la mise en relation, aussi comment tu fais rentrer un nouveau freelance dans ton réseau si tu l'as pas déjà dans ton réseau, comment tu le trouves au dernier moment, c'est ce que j'appelle la stratégie de staffing en flux tendu, pour trouver au dernier moment, une fois qu'on a généré la mission, le bon freelance. L'erreur à pas faire, c'est d'avoir des freelances dans son réseau et de leur trouver des missions. Non, les missions, c'est vous qui les générez sur votre spécialité, et après on va voir quel freelance on va mettre en face de cette mission-là, justement. L'erreur à ne pas commettre, c'est effectivement d'avoir un paquet de freelance et de ne pas pouvoir trouver de mission en face. On ne trouve pas de mission au freelance. On génère des missions et on met le bon freelance de son réseau en face de cette mission. Et après, on signe un contrat d'apport d'affaires avec le freelance, parce que c'est ça aussi la grosse nouveauté, entre guillemets, c'est qu'on met en relation le freelance avec une boîte, donc on répond à un besoin du freelance. Dans la narrative, en tout cas, on va aider le freelance à trouver une mission en mode agent de freelance / apporteur d'affaires. Nous, on va facturer le freelance. C'est le freelance qui va nous payer, et non pas la boîte avec laquelle on l'a mis en relation. Et ça change tout, parce que d'un point de vue de la boîte, c'est vu comme une passe décisive, en fait.
fait. Parce qu'il n'y a pas cet intermédiaire de facturation. On n'est pas une ESN, c'est-à-dire le freelance ne va pas vous facturer vous et vous allez refacturer l'entreprise. Vous n'êtes pas un intermédiaire de facturation. En fait, vous mettez en relation directe le freelance avec la boîte et vous extrayez, vous sortez de la relation et vous vous placez plutôt à côté du freelance plutôt qu'entre le freelance et la boîte. Et donc, c'est pour ça qu'on facture le freelance. Et ça, il n'y a personne qui le fait. C'est assez unique sur le marché, mais ça résulte d'une lecture fine du marché parce qu'il y a plus de freelance d'un côté que de belles missions de l'autre. Et 20% des meilleurs freelances génèrent 80% ou prennent 80% des missions disponibles sur le marché. Donc si vous êtes formé à l'apport d'affaires, tout ça, et vous savez quoi faire de vos leads que vous ne pouvez pas prendre, bah vous pouvez donner à manger à ceux qui... Enfin, vous pouvez donner du poisson à ceux qui ne veulent pas apprendre à pêcher. Ouais, donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en termes d'accélération. Je ne sais pas si on entend le moteur là, mais ça rugit assez bien, tu vois. Ok, cette vidéo s'achève là les amis, merci d'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche des notifications, je vais essayer de mettre un peu plus de contenu et de faire vivre cette chaîne. Voilà, dites-moi si ça vous a plu ce genre de contenu, ce genre de format, comme ça où on parle un petit peu enfin où c'est un peu vlog, / business, / voiture, tout ça. Faites-moi un petit retour dans les commentaires et on se retrouve pour une nouvelle vidéo la fois prochaine. Allez, à plus les amis, ciao.